Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Nous allons évoquer aujourd'hui un des maux de notre quotidien, l'inattention chronique, qui est malheureusement bien souvent devenue la norme dans notre vie faite de zapping et de surcharge émotionnelle. Il est pourtant possible de découvrir de nouveaux espaces de vigilance, de bienveillance et de clarté à l'aide de techniques bouddhistes adaptées au monde moderne. Alors pourquoi l'attention est-elle primordiale ? Quels sont les différents types d'attention ? Comment développer nos facultés de concentration ? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invité, Marc de Smet. Marc de Smet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un homme de lettres, je le rappelle, éditeur, journaliste, écrivain. Depuis plus de 40 ans, vous co-dirigez chez Albin Michel les collections Spiritualité vivante et les éditions du Relier. Votre intérêt pour les cultures d'Orient et d'Occident a été étayé par des voyages constants. Et votre rencontre avec le maître zen Taizen Deshimaru, c'était en 1972, dont vous devenez l'élève, l'éditeur et l'ami. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Marc de Smet. Alors, pourquoi l'attention est-elle primordiale ? L'attention est primordiale parce qu'elle fait partie intrinsèque de nos vies depuis l'enfance. On nous a sans arrêt bassinés, je pourrais dire, avec « fais attention en traversant la rue », ce qui est très bien, ça fait partie de l'éducation, « fais attention quand tu manges », fais attention en classe, fais ci, voilà. Et ça a un peu perverti ce mot d'attention. Or, elle est essentielle parce que dès que notre attention vacille, tout notre rapport au monde change et on entre dans, en quelque sorte, le fait d'être perdu, noyé dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos images, dans nos rêveries, dans ce qui fait notre univers comme ça intérieur, et qui n'est pas la vraie vie, pourrait-on dire. Ce qui n'empêche pas que cela fait partie de nous, mais il s'agit de retrouver ce contact avec la réalité grâce à l'attention. Donc ça définit vraiment notre présence au monde. Et d'ailleurs, ce qui est déjà, c'est pas ultra facile dans ce monde ultra connecté. Est-ce que vous pensez que justement, depuis quelques années, c'est de plus en plus compliqué de maintenir notre attention avec les réseaux, enfin tout ce qui accompagne ces vies modernes ? On parle tout le temps de la pollution physique et pas assez de la pollution psychique, mais le fait est que nous sommes surinformés sans arrêt. Il y a un sondage très récent qui dit que plus de la moitié des Français souffrent dans quelque sorte, overdose d'informations diverses, quelles qu'elles soient, que ce soit les informations amicales, les informations de la télé, des journaux, etc., des radios. Bon, voilà. On est trop plein d'informations. Et donc, par l'attention, il s'agit de retrouver un contact au monde qui est un contact rafraîchissant, dirais-je. Voilà. Alors on verra plus tard dans la suite de cette émission comment faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les différentes traditions religieuses ont évoqué cette problématique de l'attention. Oui, tout à fait. On pense aux Upanishads, les pères du désert. Les Upanishads, les hindous, par exemple, disaient que l'inattention est pire que la mort. Les pères du désert chrétien en Égypte au IVe siècle, déjà, disaient qu'il fallait lutter contre ce qu'ils appelaient les logismoi, c'est-à-dire toutes les émotions et pensées parasites, et être attentif à sa tâche présente, qu'elle soit une tâche agricole, qu'elle soit une tâche de couture, qu'elle soit une tâche de nourriture, qu'elle soit une tâche de... Voilà, diverses, etc., mais être présent au monde. Alors, revenons sur les différents sens que peut revêtir ce mot d'attention, notamment, alors on va revenir aux sources, en latin et en anglais, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est à la fois tendre vers, c'est-à-dire porter son attention vers quelque chose, et c'est à la fois être attentif et être attentionné. Et ça, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, on introduit dans l'attention la notion de compassion. Je vais vous donner un exemple tout récent d'hier. Je passe à côté d'un mendiant qui joue de l'harmonica. Je porte mon attention vers lui parce que c'est une sorte de vieil hippie, etc., etc. Mais je suis pressé. Et je ne suis pas attentionné, c'est-à-dire que je ne prends pas les 15-20 secondes qu'il fallait ouvrir ma chose pour lui donner quelques sous. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon attention, là aussi, n'était pas complète et parfaite. Attention veut dire aussi être attentionné.
Alors, on va revenir sur les différents types d'attention. J'en ai listé 3. L'attention sélective, l'attention sensorielle et l'attention exécutive. Est-ce qu'on peut revenir sur chacun de ces types d'attention? Oui, bien sûr. L'attention sélective, on choisit toujours là où on porte son attention. Et son attention va souvent vers quelque chose qui entre dans le concept de récompense. C'est quelque chose qui nous intéresse. On peut parler très rapidement de l'effet cocktail, qui fait qu'on est dans un groupe de gens, par exemple, et que on écoute quelqu'un. Je vous écoute, mais en fait, mon oreille écoute quelqu'un d'autre. Je fais semblant de vous écouter, mais mon oreille écoute quelqu'un d'autre parce que c'est beaucoup plus intéressant. Ou inconsciemment, il n'y a pas forcément... Voilà. On ne fait pas forcément semblant, mais... Après, il y a l'attention, évidemment, sensorielle, qui est permanente. Hein. On est en train de marcher dans la nature, on est en train de faire du jogging, par exemple, et puis on est complètement pris par ses pensées. On n'est pas présent à la nature, donc il faut y revenir. De la même façon que si on mange quelque chose, si on n'est pas présent à notre nourriture, on est en train d'avaler nos pensées plutôt que notre nourriture. Voilà. Et puis il y a l'attention exécutive. Absolument. Qui, elle, est cette attention qui fait que quand on travaille, par exemple, que ce soit du bricolage ou que ce soit un travail intellectuel, on est très présent à ça. On peut définir ça de 3 autres façons, qui sont l'attention d'hyperfocalisation. Alors, on est, par exemple, dans son programme d'ordinateur en train de travailler, on n'écoute d'ailleurs plus rien de ce qui se passe à côté, etc. Mais parfois, on est trop concentré. Ce qui fait que quelqu'un vous parle et vous ne l'entendez même pas. Donc, si vous voulez, là aussi, il y a souffle. Il y a une forme d'équilibre, en fait, à avoir. Il y a une sorte d'équilibre à trouver sans arrêt. Il y a l'attention, dirais-je, de dispersion. Ça, on la connaît tous et toutes. C'est cette attention qui fait que on fait quelque chose et on pense à autre chose. Et puis, il y a l'attention organisationnelle qui nous permet, au contraire, d'aller d'une tâche à une autre, de serrer les tâches les unes après les autres. Et il y a en quelque sorte, dans ce cas-là, des sortes de mini-moi qui se mettent en place et qui font chaque tâche différente et de manière impeccable et très efficace. Beaucoup plus efficace. Alors, il y a plusieurs siècles, Maître Dogen déjà nous expliquait justement comment exécuter les actes les plus simples de la vie avec attention. Qu'est-ce qu'il nous disait plus exactement? Maître Dogen est celui qui a amené le zen au Japon, pourrait-on dire, au XIIe siècle, et la pratique du zen, c'est-à-dire de la méditation. Et ça me fait penser à Taizen Deshimaru, qui est dans la lignée de ce maître Dogen. Qui était votre maître, ami. Voilà. Et maître contemporain du XXe siècle. Et qui insistait, par exemple, énormément sur le fait que les chaussures à l'entrée du dojo où on pratiquait la méditation devaient être bien rangées. Il disait, mais alors, si on laissait faire les Occidentaux, ça serait des tas de pompes qui traînent là comme ça n'importe comment. Déjà, le fait de ranger vos chaussures à la porte du dojo vous permet de ranger votre esprit. Et un jour, d'ailleurs, lors d'une grande séchine, il avait fait le tour des chambres, c'était dans un monastère, le tour des chambres, et il avait remarqué que la plupart des lits étaient complètement défaits, que la chambre était en désordre, etc. Et il avait fait tout un kusen, c'est-à-dire un rapport, une conférence là-dessus, en disant, mais attendez, la façon dont vous levez, alors ça rejoint un peu comme on fait son lit, on se couche, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est le bon sens. La façon dont vous laissez votre univers personnel reflète votre esprit. Donc en fait, finalement, l'attention est indissociable de la discipline, quelque part. Oui, tout à fait. On peut s'en rendre compte, d'ailleurs, pour prendre un exemple professionnel, par exemple, notable de travail, si elles sont complètement en désordre, eh bien, on ne s'y retrouve pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reflète, en fait, notre esprit, voilà. finalement. Tandis que si, quand on a fini le travail, on l'arrange, on retrouve quelque chose de propre, tout est classifié, etc. Et en effet, ordre et désordre. Alors, comment on peut créer de l'attention de manière simple, Marc de Smet? Est-ce que vous avez des pistes à nous donner? Je reviens encore à Deshimaru, maître Deshimaru, qui disait, par exemple, que dans la méditation, il fallait porter son attention sur l'expiration profonde. Et c'est clair que le retour à la conscience de la respiration nous permet de créer un phénomène d'attention dans notre conscience.
La plupart du temps, on respire de manière complètement inconsciente. Le fait même de se dire, tiens, je me remets à respirer profondément, eh bien, on revient à l'attention de l'instant présent. Et d'ailleurs, alors, vous parlez du comptage des respirations, hein, Oui, en détail. le comptage des respirations, quand on est en méditation, évidemment, mais ça peut être aussi dans le métro ou n'importe où. Si on a envie de voir combien notre expiration est longue, on peut compter son expiration 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'au bout de son expiration. Et ça nous aide, si vous voulez. De la même façon, on peut aussi, il y a un autre comptage qui est compter une inspiration, une expiration, 1, 2, 3, comme ça. Mais je trouve presque plus efficace le comptage, si vous voulez, tout le long de la respiration. Mais attention, il ne faut pas le faire sans arrêt, parce que sinon, on occupe l'esprit avec un comptage. Ce qui est important, c'est de retrouver. Donc, une dizaine de fois suffit. Et après, on suit, une fois qu'on s'est donné le là, en quelque sorte, de notre respiration par ce moyen-là, on suit notre expiration profonde, tranquillement, et on goûte le silence et la vastitude de conscience que cela crée en nous. Alors, Marc de Smet, vous évoquez 4 types de personnalités dans le zen. Quelles sont-elles ? Oui, on dit qu'en fait, les gens vont de l'obscur à l'intérieur d'eux-mêmes, de l'obscur au brillant, du brillant à l'obscur et du brillant au brillant. Et je crois en effet que ce sont des facettes à l'intérieur de nous. Donc voilà, ça veut dire que on a tout le temps on le dit d'ailleurs, le cerveau obscurci, le cerveau surchargé, etc. L'être surchargé, du coup, c'est pas que le cerveau, c'est l'être entier. Et ces petites définitions nous prouvent qu'on peut changer le curseur en quelque sorte et qu'on peut sortir de nos obscurcissements pour aller vers plus de clarté intérieure et de lumière. Alors, ça peut être représenté par une métaphore que vous affectionnez particulièrement, celle du verre d'eau boueuse. Racontez-nous, Marc de Smet. C'est en effet une vieille métaphore orientale qui consiste à prendre l'image d'un verre d'eau boueuse et à la laisser là sur la table. Et on va s'apercevoir, parce que cette eau boueuse est donc immobile, c'est l'immobilité de la méditation, que la vase du fond, enfin la boue va se déposer au fond et que l'eau claire va apparaître. Et c'est exactement ce qui se passe aussi bien dans le phénomène de l'attention que dans le phénomène de la méditation, c'est que la clarté de l'esprit que nous avons tous en nous apparaît et que, disent les orientaux dans leur grande sagesse, que c'est parce que la boue se dépose et devient vase au fond que la fleur de lotus qui symbolise la sagesse peut se développer. Merci infiniment, Marc de Smet. Merci à vous. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet passionnant, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, La force de l'attention d'Alan Wallace, publié aux éditions Le Relier. Le psychiatre Alan Wallace explore en 10 étapes les méandres de l'esprit pour développer nos facultés de concentration. Se fondant sur sa vaste expérience, il nous fait découvrir de nouveaux espaces à l'aide de techniques orientales adaptées à notre monde moderne. Un livre indispensable qui détaille avec une remarquable précision les méthodes pouvant renforcer ce que l'on appelle le muscle de l'attention. Ainsi que 2 livres de notre invité Marc de Smet, Les racines de la méditation, préfacé par le docteur Christophe André et publié chez Albin Michel. Réédition très actualisée d'un ancien ouvrage intitulé Techniques de méditation, ce livre est une référence en la matière et nous offre une synthèse remarquable de l'histoire, de l'esprit et des techniques de méditation venues de tous les horizons, du bouddhisme au taoïsme, du zen au soufisme, de l'hindouisme au christianisme, entre autres. Et enfin, Éloge du silence, une édition revue et augmentée chez Albin Michel Poche. Comment, dans le tumulte des pensées, fantasmes, images qui nous habitent, peut-on arriver à retrouver le silence en soi ? Artistes, poètes, philosophes, mystiques savent depuis toujours que dans l'attention au silence de la pensée s'enracine toute créativité. Dans un monde de plus en plus bruyant, la valeur du silence est à redécouvrir, grâce entre autres à ce très très bel ouvrage de Marc de Smet. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France TV. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. À la semaine prochaine.